Jungle. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio qui mouille le maillot Sport FM et sportfmtg.com. Nous allons débattre dans un instant de l'équipe nationale de football du Togo. Début manqué pour les éperviers, 2 journées des fenêtres de juin pour les éliminatoires de la CAN 2023. Un nul et une défaite. Les hommes de Duarte contraints au nul le 3 juin au stade de Kégué, puis défait ce mardi respectivement face à l'Eswatini et au Cap-Vert. Le Togo déjà en difficulté dans son groupe B. Science tactique limitée, projet de jeu invisible, état d'esprit en coton, espoir ou démission pour la suite. Autant d'interrogations sur cette sélection nationale. Diagnostic au menu de ce nouveau numéro de Dingue de Sport, invité dans le studio Messanyamé, les confrères David Assimadi de Pyramide FM et de Chéri Adjoglé de TLS Africa. Puis nous aurons également Wiyao Mama, le secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo en ligne. Si tout va bien, nous serons avec un ancien épervier. Oui, vous découvrirez le nom au fur et à mesure que nous aurons l'occasion. Anas PM gère la console technique de cette émission et le Moldovin est à la caméra. Je suis Angelo Foliqui. Merci, bienvenue à tous. Eh bien, oui, les résultats, en tout cas de l'équipe nationale, on les connaît dans cette fenêtre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le temps de dire bonne arrivée, bienvenue à nos invités. David Assimadi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. En pleine forme? Oui. Merci de répondre malgré tout. Merci de répondre à notre invitation. Chéri Adjoglé des nôtres. Bonjour Chéri. Bonjour Angelo, bonjour à David et bonjour aux auditeurs de la 91.9. Vous vous sentez bien aujourd'hui? Je suis en pleine forme. En pleine forme. Merci beaucoup. C'est pas le cas des éperviers du Togo justement qui ont disputé leur deuxième match des éliminatoires CAN 2023. C'était ce mardi du côté du Grand Stade de Marrakech. Alors à l'arrivée c'est 2-0, victoire du Cap-Vert, tout le contraire de ce que le public sportif attendait après le nul face à l'Eswatini ici. 24 heures juste après, quel est votre ressenti alors nous parlons, Chéri Adjoglé, au vu du jeu produit par les hommes de Duarte? Bon, au vu du jeu, un peu déçu parce que ils ont démontré autre chose que ce qu'ils nous ont présenté hier lors de leur précédente sortie. Mais par rapport aux résultats et à tout ce qui s'est passé depuis leur première sortie face à l'Eswatini jusqu'hier, moi je ne suis pas surpris. Si vous vous rappelez bien, on était dans le nid des éperviers, dans ce même studio et on prévenait quand même l'équipe du Togo à faire extrêmement attention, qu'on doit aborder cette rencontre-là avec une certaine sérénité, une certaine préparation. Tout ceci n'a pas été et donc la manière dont on a préparé ces 2 rencontres qu'on soit ça, moi particulièrement quand j'ai suivi, je me disais qu'attention, la scène à laquelle nous assistons peut arriver, c'est ce qui est arrivé, donc je ne suis pas surpris, sauf que je ne savais pas que l'équipe pouvait être autant à la rue face au Cap-Vert hier. On sent Chéri mesuré, mais peut-être ça va beaucoup plus être plus pertinent dans la suite. Vous, David Assimadi, justement, vous avez suivi cette rencontre Cap-Vert-Togo. À l'arrivée, c'est le Cap-Vert qui gagne, qui l'emporte 2-0. Le jeu produit par cette sélection de Paulo Duarte, critiqué de part et d'autre à juste titre? Légitimement. D'abord, quand on ne tire pas des leçons du passé, c'est ce que ça donne. Parce que, souvenez-vous, lors de la première rencontre face à l'Eswatini, à la fin de ce match, on a tiré les conséquences, même en conférence de presse. On a posé beaucoup de questions, on a interrogé à plusieurs reprises le coach sur la façon de jouer, sur le plan de jeu et sur les acteurs qui doivent animer ce plan de jeu. Et moi, personnellement, à ma grande surprise, quand je revois le même 11 entrant que face à l'équipe d'Eswatini... Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas l'expliquer. Il faut que le coach y vienne l'expliquer. Parce qu'il me souvient lui avoir posé la question notamment sur la question de la densité en milieu de terrain, au niveau de la récup, et la question des apports offensifs, d'abord de la présence
des latéraux à leur poste défensif et ensuite de leur apport offensif pour le secteur de l'attaque. Et je pense que le coach s'est totalement défilé à botter en touche. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas retenu les leçons suite aux observations qu'on lui a faites au soir de ce match-là, et il a reproduit le même 11 entrant. Et moi, à la découverte du 11 entrant, je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré parce que cette équipe-là, avec ses latéraux qui n'existent pas du tout défensivement pour apporter encore offensivement, voir cette équipe face au Cap-Vert qu'on a vu notamment en Coupe d'Afrique des Nations avec un milieu assez dense, des milieux de pénétration assez percutants, avec une vitesse et une puissance notamment de Ryan Rodriguez et de Julio Tavares. On se dit quand même que c'est mal barré pour le Togo qui, au-delà des latéraux de la défense, il y a également la défense axiale qui ne se comportait pas très bien. Quand vous regardez le premier but d'Eswatini ici à Lomé, vous vous rendez compte que cette charnière ne fonctionne pas, elle n'est pas encore complice. Et quand vous regardez le deuxième but alors, on n'a pas d'essuie-glace, il n'y a pas d'écran, on ne vient pas sur le porteur du ballon, il est libre de toute frappe et c'est ce qui est arrivé. Et aussi avec la vigilance assez absente du gardien de but, malheureusement. C'est un casting totalement raté. Duarte ne s'est pas corrigé de ses erreurs, il les a multipliées davantage. Je reste avec vous pour poser cette question. Le fait que Duarte remette le même 11, n'était-il pas convaincu de quelque chose? Petite modification quand même. Voilà, bon, on va en parler tout à l'heure, mais n'était-il pas convaincu de reconduire le même groupe, peut-être le même état d'esprit, qu'il ferait mieux par rapport à l'Eswatini? Moi, complaisant? Oui, je peux dire. Beaucoup de complaisance. Parce que à ce niveau, moi, j'ai remarqué un manque de politique concurrentielle à ces différents postes. Il manque d'ambition, Duarte? Je ne peux pas dire qu'il manque d'ambition, mais avoir ses plans de jeu avec les hommes qui l'animent, moi, je suis tenté de me poser la question si il n'a pas en tête la politique de la concurrence. Parce qu'en réalité, si ça n'a pas marché, il faut changer. Et il ne faut pas mettre dans la zone de confort ce 11 entrant. Parce que remettre totalement ce 11 entrant veut dire tout simplement qu'on leur fait totalement confiance s'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de critique. Alors que changer un tout petit peu pourrait secouer dans l'esprit ces joueurs-là, aller leur demander une réaction d'orgueil pour mieux à l'avenir. Vous êtes dans le même sens que David par rapport à ce 11, le même. Il n'y a même pas eu un seul joueur qui vient, on pourra dire, bousculer un peu la hiérarchie. Si elle est là, cette hiérarchie. On a retrouvé le même 11 face au Cap-Vert. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, Duarte même est face à une situation, face à des joueurs de niveau moyen. De sorte qu'il n'a pas tellement de marge pour faire son équipe. Vous pensez? Je pense. S'il a convoqué 27 joueurs et il n'aligne que 11, maintenant, le premier match, le même 11, le second match... Si eux tous sont pratiquement le même niveau, vous faites comment? Moi, c'est ma perception de la chose. Il est limité. Vous le dédouanez? Je ne le dédouane pas. Mais d'abord... ces deux performances des éperviers, ou ces deux sorties, on ne va pas les appeler des performances, oui, ces deux sorties, il faut les analyser de manière générale. On est parti d'une préparation de ces deux rencontres-là, comme si, c'est pas au sortir donc, des matchs amicaux où on a engagé quelques victoires, on était fin prêt. Vous avez senti trop de suffisance? Trop de suffisance. Dans la communication. À quel niveau? Écoutez, dans la préparation, dans la communication de ces deux rencontres-là, si on a perdu le match d'hier, c'est parce que au match d'Eswatini, on pensait qu'on allait empocher déjà les 3 points et donc on allait aborder cette rencontre-là dans une certaine sérénité. Maintenant que ça n'a pas été le cas avec l'Eswatini, on s'est mis de la pression avant de voyager. Et cette pression-là a joué contre les Togolais qui sont rentrés dans le match crispé et n'ont jamais su se retrouver au fil de cette rencontre-là.
Ce qui a fait que, n'ayant pas beaucoup de marge, l'entraîneur également s'est versé dans le tâtonnement, ne sachant pas quoi faire finalement, puisque déjà, sur le match d'Eswatini, il s'est trompé dans le casting, comme David le disait. Donc, d'une manière générale, et dans la préparation de cette rencontre, dans la manière de l'aborder au niveau de l'équipe, au niveau de la Fédération togolaise de football, au niveau des autorités, le match d'Eswatini a été mal préparé. Je ne suis contre le fait que les joueurs ou le sélectionneur, par exemple, veuille quand même amener le public au terrain. Mais si on veut le faire, qu'on fasse ça d'une certaine manière. Qu'on n'annonce pas avant quand même d'associer Sport FM. Qu'on mette quand même ces 100 tickets à la disposition de Sport FM. Sport FM saura comment faire avec ses auditeurs pour pouvoir... Et après, ce sont les joueurs qui sortent par ici, sur les réseaux sociaux, par ici, par là. Je pense qu'en faisant ça, les joueurs sont sortis carrément de cette sérénité-là qu'ils devraient avoir, et ils sont allés verser dans un rôle qui n'est pas le leur, qui était le rôle de la fédération qui était chargée de l'organisation de cette rencontre-là. Et moi, je vois qu'à un moment donné, la fédération elle-même s'est effacée, et c'est l'équipe qui se préparait et qui organisait également la communication. Ça ne pouvait pas se passer comme cela. Et en faisant cela, l'équipe s'est mise une certaine pression parce qu'on a invité, écoute, quand on dit chez nous, Odad Moutoua, Oyua Mova, tu veux plaire à ces gens-là. Quand vous convoquez, vous donnez des tickets aux gens. C'est ce à quoi on a assisté. C'est ce à quoi on a assisté au match face à l'Eswatini. Et donc, quand on a arrêté cette sortie-là, derrière, on s'est mis la pression et on a abordé le match du Cap-Vert dans cette expression-là. Ça ne pouvait jamais marcher. Et donc, les joueurs que le sélectionneur a sous la main également, n'ayant pas tellement ce niveau-là, ne jouant pas dans de grands clubs, pouvant quand même aborder, et il y a tellement de jeunes également, tellement de nouveaux qui venaient de découvrir la sélection également. Tout ça l'a mis ensemble, ça a fait qu'on ne pouvait jamais aller ou chercher le résultat qu'on voulait dans ces deux rencontres-là. Alors, on a été rejoint par Yao Mama. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous allez vous rapprocher beaucoup plus du micro. Voilà, on rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des joueurs de football du Togo. Alors, après justement ce match perdu face au Cap-Vert, vous vous attendiez à un tel scénario après le nul concédé face à l'Eswatini? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que si ça doit être une situation, ça pouvait être qu'un nul. Mais j'ai constaté que l'équipe a accusé le coup parce qu'à Lomé ici déjà, ils se sont mis une balle dans les pieds plutôt. Dans les pieds, c'est mieux. Dans les pieds. Dans la tête. Une balle dans les pieds en faisant ce match nul-là. Déjà, dès Lomé, ils avaient raté leur entame de match. Ils avaient raté leur entame de match et le coach aussi, durant le match, n'a pas pu maîtriser son coaching. À partir du moment où il y a eu des changements à un niveau donné où il ne devait pas faire, à mon avis. Par exemple, vous gagnez un match, il reste quelques minutes, vous menez par... extraordinaire en marquant un deuxième but qu'on n'attendait pas. Il ne fallait pas sortir plutôt un attaquant pour le remplacer par un autre. Je pense qu'il fallait comme on le dit dans le jargon journalistique, mettre le bus devant la défense, je crois. C'est comme ça. Exactement. Pour mettre un attaquant. Voilà. Il fallait mettre un défenseur ou bien plutôt un milieu défensif. Pour vous, il a été moins inspiré? Moins inspiré. Je ne pense pas. Il voulait faire un coup, mais je pense que dans la déontologie du coaching, c'est ce que je dis. Il fallait plutôt mettre un bus devant la défense. Conserver le score. Conserver le score. Oui. Maintenant, mentalement, il faudra quand même que ces joueurs-là, ou bien psychologiquement, qu'on puisse leur inculquer quelque chose, parce que à la fin du match, j'ai senti une déconcentration totale. Parce que c'est la concentration qui pouvait garder ce score-là à Lomé. Alors, ils sont partis à Marrakech, oui, en étant trop touchés par... Surtout, c'est le mental qui joue, dont je parle. Ils étaient touchés par ce match nul-là qu'ils n'attendaient pas. Alors là, ils se sont laissés... on sentait des joueurs... déconcentrés, tendus, et qui n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes.
Alors je pense que pour les prochains matchs, rien n'est à voir les points. Le Burkina est déjà parti, mais rien n'est encore joué pour la deuxième. Vous pensez? À mon avis, pour la deuxième place, ils peuvent remonter le moral par un bon psychologue, par le coach qui peuvent leur remonter ce moral-là pour attaquer les 4 prochains matchs. On attend de voir. On va écouter un des acteurs de ce match Cap-Vert-Togo, perdu du côté du grand stade de Marrakech au Maroc. Djinda Konam, le capitaine des éperviers. Le discours était de donner la meilleure version de notre équipe. On l'a quand même un peu prouvé à Lomé, mais la déception elle est énorme parce que là j'ai pas senti mon équipe. On a tout dit, on a tout fait, on a tout préparé pour rentrer bien dans ce match, mais je crois que nous sommes mal rentrés dans le match. J'ai pas d'explication parce que tout a été fait. On était dans de bonnes conditions, on a tout essayé, on a fait des réunions, on a tout dit. On a parlé de l'importance de ce match qui était très important pour nous. Mais au finish, on est rentré mal dans le match. Djinda Konam, David Assimadi qui dit « Nous avions été dans les bonnes conditions, nous sommes mal rentrés dans le match ». Comment comprendre justement cette contradiction? Quand le directeur de l'équipe montre beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitude, symbolise le flou kafkaïen, je pense que rien ne peut marcher. Je pense que c'est la question de la lecture de match. Eh bien, Paulo Duarte ne nous l'a pas montré. Alors, en un moment, moi, je me suis même posé la question si c'est réellement Paulo Duarte ou bien c'est son clone qui est en train de diriger le match des éperviers. Moi, je me suis posé la question. Si c'est réellement lui ou bien c'est... Vous l'avez senti effacé? Ce n'est pas ce Duarte que moi je connais ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive selon vous? Je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre quand vous avez des latéraux qui ne sont pas capables d'être incisifs dans leur couloir. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissez clairement que le football, dans le football, il y a beaucoup de plans. On peut attaquer par les couloirs, on peut attaquer par l'axe. Mais les couloirs sont totalement inexistants. Vous avez vu les bébés, comment ils montaient et repoussaient les latéraux togolais, alors qu'ils ne sont pas capables, eux, de franchir juste la ligne médiane. Parce que quoi? Ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il fallait instaurer la concurrence. À quel niveau? À tous les postes. Avec quels joueurs? Du championnat local ou les expatriés? Que ce soit les locaux, que ce soit les expatriés. On n'en a pas au niveau des locaux. Je pense qu'il faut instaurer une politique de la concurrence. Avons-nous des joueurs aujourd'hui capables d'être sélectionnables pour justement l'équipe nationale? C'est également leur travail. Parce qu'on parle de prospection. Ce n'est pas à moi de faire la prospection. Et quand il y a eu dotation pour faire de la prospection, il faut de la vraie prospection. À quoi servent alors ces 2 stages assez onéreux d'Antalya? Point d'interrogation. Alors, on va continuer. Toute la question est là. On va continuer toujours. Et puis, je voudrais vous préciser là-dessus aussi avant de passer la parole à Chéri. Que la question n'est pas... la solution n'est pas que l'apanage des binationaux. Que valent alors les joueurs qui sont champions du Togo? Et notre championnat. Qui sont vice-champions du Togo et qui ne sont pas champions, mais qui ont fait de très bonnes prestations. C'est en cela qu'il est important que Duarte regarde tous les matchs des championnats, y compris D1, D2. C'est important de faire un travail. C'est également le travail de la direction technique nationale, d'avoir des satellites un peu partout, là où se joue le championnat, pour qu'on puisse faire des rapports sur tel ou tel joueur, le tester et pouvoir notamment le canaliser vers la sélection nationale en lui donnant des consignes assez fermes au regard notamment de ses compétences, de ses talents. Aujourd'hui, la solution n'est pas que l'apanage des binationaux. Malheureusement... On va revenir tout à l'heure sur les pistes de solutions, mais restons toujours sur l'effectif. On parle de 27 joueurs qu'il a convoqués et à la conférence de presse avant le match contre les Swatini, il n'y a qu'un seul local, notamment Youssouf Mourou, le gardien du Dynamique togolais. Pas de joueurs du championnat, ni de première division, ni de seconde division, deuxième division. Quelle interprétation vous faites de ça? C'est en cela que quand on parle de reconstruction,
puisque c'est le mot qui est sorti le plus souvent, aux constructions. Avec l'autre, c'était reconstruction. Avec Duarte, c'est construction. Quand on est dans la construction, il faut refaire également le championnat pour que les joueurs aient plus de compétitivité, pour pouvoir avoir plus de forme, pour être sélectionnables. Aujourd'hui, sur les 2 matchs, Chéri Adjogblé, il n'y a pas un local qui méritait sa place dans ces matchs-là? Bon, il a trouvé que moi, par exemple, et ça n'engage que moi, quand j'ai suivi le championnat, je n'ai pas suivi tous les matchs, mais les quelques matchs que j'ai suivis, en toute franchise, il n'y a pas un seul joueur aujourd'hui que moi je peux citer qui m'a tapé dans l'œil, que le sélectionneur peut convoquer et que je serai certain qu'il fera peut-être mieux que ceux à qui il a fait appel. Je disais à quelqu'un la dernière fois que si Paulo Duarte s'est tourné vers les binationaux, c'est parce que dans le cru local, il n'arrive pas à dégager ce temps-là rare. C'est aussi réel à ce point? Bon, peut-être que c'est pas aussi, on va dire, une solution qui est la panacée peut-être des réflexions ou des prospections, comme tu le dis. On peut en trouver et on peut travailler tout autour pour que cet oiseau rare-là devienne quand même cet élément sur qui on peut compter. Quand on n'a pas de latéraux comme David est en train de le faire ressortir, nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, le Togo manque des latéraux. En tant que sélectionneur, on peut quand même trouver ceux-là qui font un peu d'effort dans le championnat pour pouvoir travailler avec eux, puisqu'on réside au pays, on travaille avec eux au cours de la semaine avant de les renvoyer peut-être dans leur club. Ça aussi, c'est faisable parce qu'on a besoin de faire du résultat. Maintenant, si on n'a pas peut-être la volonté ou on se dit on n'a pas les moyens ou on n'a pas le temps de faire cela, on est obligé de se tourner vers ces quelques éléments. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons conscients que le Togo ne dispose plus d'assez de joueurs. C'est le pourquoi, le plus souvent, on se tourne vers ces binationaux qui, eux aussi, ne sont pas, on va dire, des talents énormes et qui ne jouent pas d'ailleurs dans des clubs UP. On est d'accord? Donc, ils ne sont pas aussi meilleurs que ceux que nous disons qu'ils ne sont pas mieux ici. Oui. Donc, nous sommes face à une situation où, quand on parle de reconstruction, il faut véritablement reconstruire. En repensant le championnat, en redonnant un nouvel élan à ce championnat-là, on nous parle de professionnalisme, en mettant les dispositions nécessaires, les préalables nécessaires, les infrastructures et tout, qu'on refasse ce football-là, qu'on ne se dise pas, avec cette équipe-là que nous avons, on va nous dire que si on se qualifie, on ira à la CAN, on va aller à la CAN pour faire quoi? Mais avec ce jeu sur 2 matchs, vous pensez que ce Togo pourra aller à la CAN? Ça n'engage que moi. Je ne suis pas aussi optimiste que mon ami à côté de moi. Oui. Je ne suis pas optimiste, puisque les prochaines journées, nous abordons ces prochaines journées la face au Burkina Faso, en aller-retour, qui est le cadre donc de la poule. Le Burkina Faso voudra donc rapidement sur ces deux rencontres-là se qualifier et se mettre à l'abri et avoir une certaine sérénité pour aborder les 2 dernières journées. Cela voudrait dire que nous allons jouer 2 finales face au Burkina Faso. Alors, en se mettant déjà la pression avec un petit point, on est dernier. C'est inadmissible. Peut-être que le football, qui a ses secrets que nous autres ne connaissons pas, peut me démentir. Mais en analyse et ce que j'ai vu sur ces 2 premières journées de ces éliminatoires-là, je sens le Togo déjà out. Et moi, je me dis qu'avec ces situations-là, c'est le lieu pour les autorités, en commençant par le ministère des Sports, de ne pas seulement se verser dans l'encouragement. Encourager ne signifie pas ne pas se remettre en cause et de se dire il y a une autre manière de refaire les... Reculons pour mieux sauter. Justement, de refaire les choses. Moi, donc, j'en appelle à ce que, quand nous voulons reconstruire, que nous fassions véritablement cette reconstruction. En profondeur, pas la reconstruction dans la bouche. Et je suis un peu désolé de le dire tout simplement, mais il sera difficile qu'on puisse se qualifier. En tout cas, ça reste l'avis de Chéri Adjogblé et on le respecte. Il reste encore 4 matchs et pas de moindre. Aller-retour face au Burkina Faso, un match retour contre les Swatini et puis le Cap-Vert. Alors vous qui représentez souvent les joueurs avec votre association, beaucoup disent que ces joueurs-là sont trop moyens pour la sélection. Quel est votre avis là-dessus? Les joueurs sur le plan local. Je pense. Vous parlez des joueurs. Nous parlons des joueurs aujourd'hui sélectionnés pour jouer les campagnes des éliminatoires. Oui, je pense que par rapport aux joueurs qui jouent dans d'autres sélections, sur le papier,
c'est clair qu'ils jouent à un niveau un peu moins par rapport à ces joueurs qui jouent en Angleterre, en France, tout et tout. Les nôtres, il n'y a que le capitaine et certains qui jouent en D1, en Moldavie. Au Koweït, en Irak, dans les championnats qu'on qualifie d'exotiques. D'accord. Oui. Et donc, sur le plan jeu, oui, je pense que aujourd'hui, les latéraux modernes, l'autre l'a dit, monsieur Assimadi l'a dit, aujourd'hui, le football se joue par ces latéraux-là. Si vous n'avez pas des latéraux qu'on appelle aujourd'hui modernes, qui sont un peu défensifs et un peu offensifs. Mais dans le jeu, on n'a pas vu Youssif Até ni Emmanuel Akman faire le match de Lomé. Je n'ai pas senti ces deux latéraux-là apporter du surnombre en attaque. Et pourquoi les avoir reconduits pour le second match? Je pense que c'est ce que Chéri Adjogle a dit. Peut-être dans la conception du coach, il n'a pas autre chose à proposer que ça. Est-ce qu'à l'entraînement, les joueurs aussi trompent l'entraîneur? Il y a ça. Puisque j'ai été joueur, vous êtes pimpant à l'entraînement, mais au match, vous ne donnez rien. Mais l'entraîneur est censé le savoir. C'est quand même cruel. Avec son bagage, avec toute son expérience. Et aussi, il y a des joueurs qui n'aiment pas se donner à l'entraînement. Ils ne jouent que des matchs. Il y a ça aussi, vous devez les connaître. Mais dans l'équipe du Togo, on ne les voit pas. Je ne sais pas, je ne suis pas trop proche de l'équipe pour savoir. C'est lui, le coach, qui est avec l'équipe chaque jour, qui s'entraîne avec l'équipe. Il doit connaître la réaction de ses joueurs à l'entraînement et au match. Et il y a des joueurs qui font au même rythme l'entraînement que le match. Et le match. Deuxième chose, dans le championnat togolais, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent valablement capables de jouer en sélection. En sélection. C'est les conditions qui changent. Vous pouvez avoir les joueurs avec les mêmes niveaux parce que l'autre revient de l'Europe. Psychologiquement, on se dit qu'il peut jouer. Je peux donner un exemple, mais aujourd'hui, j'ai fait des recoupements, on me dit que ces papiers ne sont pas tellement... Mais ça aussi, c'est pas aussi vérifié quand même. Abalo Deni, au milieu de ce terrain togolais, aujourd'hui... Il peut faire la différence. Je vous dis... Il est trop petit, il a 20 ans. On va continuer. On parlait tout à l'heure des joueurs. On a eu l'expérience la dernière fois. Avec Karim Derman, on sait ce que ça a donné. Parlons un peu de l'état d'esprit. Est-ce que cette sélection manque de mental? Quand vous marquez, par exemple, à la 20e minute, on vous égalise presque à la 85e, vous marquez à la 87e, et dans le temps additionnel, vous prenez un but coupable. C'est clair qu'il manque la concentration et le mental très fort pour nos joueurs. Et je le pense sincèrement. Parce que vous marquez à un moment crucial du match. Et je l'avais dit, par extraordinaire que ce but-là est venu dans la foulée de l'égalisation de Eswatini. Il fallait tout simplement, même si le coach ne donne pas des consignes, il fallait tout simplement se parler. Les cadres, dans le temps, l'équipe nationale qui a fait qualifier le Togo au niveau du mondial, vous voyez, quand ils marquent, tout de suite les cadres se retrouvent. Ils avaient le mental, ces joueurs. Ils se retrouvent et ils font le casting entre eux. Vous voyez, le match est bloqué. Pour faire un peu le comparatif, à l'époque, ce n'était pas aussi des joueurs qui évoluaient dans des grands clubs dans la campagne 2005-2006 pour la CAN et le mondial. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir le mental pour ces jeunes joueurs qui sont là, David? Je pense que le premier pédagogue et le premier psychologue de la sélection, au-delà de tout, nonobstant tout, c'est bien le sélectionneur. Il est recruté pour ça? Il est recruté pour ça parce que c'est un pédagogue qui passe des messages. C'est-à-dire que quand vous marquez, le premier message, c'est que attention à la déconcentration. Parce que quand vous marquez, c'est le couronnement d'un moment fort du match. Et la célébration suit. Et la célébration casse un peu la concentration. Et c'est au sélectionneur, au coach, au staff, de dire attention, ne laissez pas place à la déconcentration. À l'euphorie. Soyez toujours concentrés. Encore que vous marquez à la 87e, c'est-à-dire 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, avant que n'arrive le temps additionnel. Tout le staff se mobilise. Et le capitaine en premier sur l'aire de jeu est le sélectionneur. Il est le coach. Et il parle
aux autres, avec notamment d'autres tauliers, par la déconcentration. Et au-delà, le coaching également a une empreinte. Vous n'avez pas vu ça? On ne l'a pas vu. Voilà. Comment est-ce que vous gérez une avance pour 3 minutes de temps réglementaire encore, plus le temps additionnel, au lieu de conserver votre avance en mettant notamment des milieux défensifs ou carrément des défenseurs? À ce prix-là, moi je mets 11 défenseurs et 0 attaquant. Rien que pour conserver le score. Pour conserver. Ouais, Tous les moyens sont bons, notamment pour gagner, parce qu'il ne me reste que 3 minutes de temps réglementaire, plus le temps additionnel. D'accord. On va rester là. On va parler. Vous savez, je le disais. Avant que vous ne continuiez, on va prendre Junior Senaya, ancien international togolais. Il a été à la CAN 2006, tout comme au Mondial 2006. Il a fait justement partie de ce groupe formidable pour qualifier le Togo à l'époque. Junior Senaya, bonjour. Bonjour Angelo. Alors, comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte très bien, je suis en pleine forme. Merci beaucoup de nous rejoindre dans Dingue de Sport. Nous parlons des éperviers du Togo, une sélection que vous connaissez très bien. Vous avez joué pour la sélection, vous avez 35 sélections à votre actif, 3 buts marqués. Aujourd'hui, après 2 matchs, est-ce que le Togo est mal parti dans ses éliminatoires pour la CAN 2023? Je dirais oui. Ils sont très très mal partis parce que vu le groupe où on en est, il y a le Burkina, il y a le Cap-Vert et le Swazini. Et il faut bien partir, il faut tout simplement gagner les matchs pour bien se positionner. Mais bon, si on prend un point en 2 journées, c'est que on est vraiment mal parti. Aujourd'hui, parlons un peu de la qualité du groupe. Vous, à l'époque également, les joueurs qui étaient dans la sélection n'étaient pas des joueurs qui évoluaient dans des grands clubs européens, mais il y avait un état d'esprit. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ne retrouve pas le mental avec cette sélection? Moi, je dirais... Aujourd'hui, vu ce que j'avais vu la dernière fois contre Eswatini, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont vraiment talentueux, j'ai vu. Mais bon, il manque le travail, il manque l'organisation et l'envie de faire quelque chose pour le drapeau, le pays et tout ça, parce que je crois ils viennent juste pour jouer. À ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment un leader ou quelqu'un qui peut leur dire oui, les gars, on est venu pour un objectif, il faut que vous vous mouillez, il faut que tout le monde se cherche et sorte sa tête dans l'eau, quoi, en fait. Donc, je pense que il manque beaucoup de choses. Voilà. Quand vous dites il manque beaucoup de choses, est-ce que par exemple aussi le fait de ne pas avoir les anciens joueurs autour de la sélection, c'est aussi un réel problème pour les éperviers du Togo? Oui, bien sûr. Je dirais le football, il faut laisser le football aux connaisseurs, ceux qui en ont pratiqué, bien sûr. Mais bon, attention. Il faut faire les choses bien. Il faut les anciens joueurs tout autour de l'équipe, mais bon, il faut que nous aussi, nous ayons envie de venir apporter quelque chose, pas venir pour critiquer, pas venir pour distraire encore plus l'équipe. Donc, vous savez, il faut que la fédération, le président de la fédération, il sache vraiment comment appeler les gens, aller vers les gens pour les convaincre à venir aider l'équipe, parce que bien sûr qu'on a besoin des anciens joueurs, mais faut pas le faire n'importe comment, en fait. Pour vous, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment unis autour de la sélection? Non, du tout, on n'est pas unis, parce que à mon avis, dans le passé, il y a eu des anciens joueurs proches de l'équipe. Mais bon, est-ce que
eux aussi, il y a eu, par exemple, Agatha Coty, il y a eu Jean-Paul, et maintenant, récemment, il y a Serge qui est là. Mais bon, est-ce que eux, ils ont fait appel aux autres? Est-ce que eux, ils se disent, oui, nous, on peut faire l'affaire tout seul? Ça aussi, ça joue. Il faut unir tout le monde, il faut rassembler tout le monde, il faut faire les choses bien, en fait, pour pouvoir que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont en besogne, il y a beaucoup de choses qui se font vraiment, vraiment mal. D'accord. Avant de vous laisser partir, j'ai une question un peu plus personnelle. La dernière fois au stade de Kégué, c'était le 3 juin qui coïncidait avec le crash de Lunghi, une date assez difficile à accepter dans l'histoire du foot togolais. Mais il n'y a pas eu de minute de silence, il n'y a pas eu de brassard autour des bras des joueurs. Est-ce que ça vous a tapé un peu à l'esprit? Comment vous expliquez cette situation? Moi, personnellement, ça m'a surpris parce que Dieu faisant les choses, le jour-là est tombé exactement sur la date où cet événement, ce clash a été fait. Donc, moi, je pense que c'est l'organisation. C'est l'organisation. On oublie les choses et pourtant, ces petites choses, ça compte beaucoup. J'étais au stade. Moi, ça m'a surpris qu'il n'y avait pas eu une minute de silence, il n'y avait pas eu le brassard noir. Mais bon, après, on est en Afrique. Les esprits nous suivent. Le football, c'est la chance. Et la chance, ça provient des esprits. Donc, je dirais tout simplement que on n'est vraiment pas concentré. Le football est à l'envers aujourd'hui. Et il faut vraiment, au Togo, en fait, et il faut vraiment revoir tout ça parce que vraiment, ça fait mal. Parce que la dernière fois, on était au stade. Ils ont bien commencé, mais après, on s'est écroulé. On ne sait pas d'où ça vient, mais bon. Il faut se relever la tête, travailler main dans la main et faire les choses bien tout simplement. Mais bon, il va falloir prendre du temps, se concentrer et voilà, j'espère que Dieu aidant, on va trouver la solution pour bien avancer. En tout cas, merci infiniment. Malgré votre agenda super chargé, vous avez pris la peine de nous assister dans cette émission. Mille merci, Junior Senaya. Merci, Angelo. Merci, Sport FM. Merci, à très bientôt. On se reverra pour d'autres occasions. Et voilà, c'était à l'instant Junior Senaya, ancien international, qui suit de près cette sélection. On va continuer encore nos discussions ici. On a parlé tout à l'heure du jeu. On a parlé également des coachings plus ou moins aiguisés, moins inspirés de la part de Paulo Duarte. On a parlé également du niveau de notre championnat, même si on n'est pas allé en profondeur. Parlons un peu plus aujourd'hui de cet aspect de la chose. L'organisation. La dernière fois, beaucoup étaient surpris. Chéri Adjoglé, vous étiez au terrain, au stade, de ne pas avoir la moindre minute de silence, en tout cas en mémoire de ces personnes-là qui étaient parties pour un match de football pour le Togo. Et puis voilà, c'est resté comme ça. Surpris ou pas, bien pour vous, bon, ça n'a plus d'importance. Surpris, oui. On ne peut pas dire que ça n'a plus d'importance. Sénéa l'a dit tout à l'heure, nous sommes en Afrique, quoi qu'on dise, nous sommes en Afrique. Avec ses réalités. Et ses réalités, en bon Africain, quand on prépare un match de football, et d'ailleurs, un peu partout, je ne peux pas dire qu'en Afrique seulement, quand on prépare un match de football, c'est en 3 temps. L'avant, pendant et après. Et la préparation de cette rencontre-là, qui tombe sur un 3 juin... Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit, et ça voudrait forcément... qu'on fasse avec cette réalité-là qui rentre dans l'histoire, ou qui est rentrée dans l'histoire du Togo, dans l'histoire du football togolais, qu'on prenne ça, qu'on fasse appel, ne serait-ce que des libations pour pouvoir appeler les esprits de ceux-là, leur demander de venir jouer avec les joueurs. Ça s'arrête là. Ben, en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Les morts sont toujours là et nous suivent, nous accompagnent. Donc, on était surpris quand même que cette minute de silence là n'ait pas été observée ou à l'entame de cette rencontre là, mais ça s'est passé comme cela. Et quand on parle de la préparation de cette rencontre là, c'est ce dont je parlais avant. La fédération est là et la fédération devrait s'occuper de ces aspects là, mais je pense que
je ne sais pas trop. Entre-temps, la fédération léguait les rencontres à des structures pour avoir la tête plus posée et essayer de se focaliser sur peut-être ces détails-là. Maintenant, aujourd'hui, la fédération a voulu elle-même s'en occuper. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Quand tu organises toi-même, tu as les yeux plus rivés. Maintenant, cette organisation-là ne doit pas amener à ce qu'on oublie certains détails. Mais cet aspect a été bâclé. Justement. Donc, il faut de la concentration dans l'avant-match. Et cette concentration-là, c'est au niveau de la fédération dans cette préparation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette communication sur ces aspects de tickets qui ont été laissés aux joueurs, ça ne devrait pas si la fédération avait un regard focalisé ou était en plein pied dans cette préparation-là. On dirait peut-être au sélectionneur, tu veux, puisque le sélectionneur va chercher ces tickets-là où ? À la fédération, pour offrir au public. Tu veux offrir, c'est nous qui nous chargeons. Nous savons que si nous apportons ça à Sport FM, le public sera en possession donc de ces tickets-là. Toi, donne juste. Quand Sport FM fera cela, le public aura forcément écho de ça, que le sélectionneur lui-même annonce ça, et après on dit on prendra des dispositions. Ce n'est qu'après qu'on annonce que c'est à Sport FM qu'on pourra faire des jeux, et derrière, sur les réseaux sociaux, ce sont les joueurs, le team manager, et ça. Ça a concouru que les joueurs, au lieu de se concentrer sur ce qui est leur mission, ils étaient distraits. Ils étaient distraits. Et c'est ce qui a amené qu'on rate le premier match et qu'on se mette la pression. Et ça a eu des incidences sur le second match. Donc, la préparation n'a pas été ce que ça devrait être. Puisque cette préparation-là, c'était pour 2 matchs. C'était pas seulement pour le match des Swatini. Puisque quelques jours après, on devrait voyager, on devrait avoir une certaine sérénité. Et la sérénité, ça part de cette observation de cette minute-là, en mémoire de ces illustres disparus-là. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Wiyao Mama, Paulo Duarte s'est mis en grande difficulté, surtout qu'à un moment donné, le public sportif espérait, dans les mois à venir, une qualification pour la Côte d'Ivoire, qui est juste à côté. C'est juste la maison à côté. Le public est toujours comme ça, donc il doit travailler énormément pour relever le défi. Sinon, s'il rate encore les prochains matchs dans tous les pays au monde, quand le résultat ne vient pas, les autorités peuvent espérer en vous, mais le public vous pousse dehors. Donc, il doit se dire qu'il a cette pression-là. Le match contre le Burkina, la dure confrontation contre le Burkina, sortir avec les 6 points ou au pire des cas 4 points pour se relancer, vraiment pour se repositionner, pour attaquer les 2 derniers matchs, pour avoir cette qualification-là. Parce que si on a les 4 points, je pense que ça sera costaud pour nos adversaires lors des 2 dernières rencontres. Vous pensez que ce groupe-là, ça pourrait faire mieux dans la production du jeu, les prochaines sorties? On l'a vu à Lomé. C'est la déconcentration de la fin de match qui a joué. On n'a pas mieux joué que les Swatini à Lomé. On n'a pas mieux joué que les Swatini à Lomé. Seconde mi-temps, il n'y avait rien du tout. Mais les joueurs se sont battus quand même. À part l'attaque, il n'y avait que des lignes expérimentales. Reconnaissons cela. Et donc, pourquoi avoir une ligne défensive expérimentale? Allons-y, continuez. En milieu de terrain, j'ai vu Asamoah qui a été intégré. Donc, c'est des lignes expérimentales à part l'attaque. Mais je pense que cette équipe-là, c'est la défaite-là qui va encore plus les enfoncer moralement. Mais s'ils se relèvent, je pense qu'il y aura du mieux dans les prochains matchs. Et on ne va pas jeter le bébé avec la bassine d'eau. Nous sommes déjà dans la mer. Il faut se battre pour arriver de l'autre côté de la rive. En tout cas, ça risque d'être super compliqué, même si le football a son langage. On va écouter justement le patron de la sélection togolaise, Paulo Duarte, au sortir de cette défaite. Je pense qu'il n'y a pas encore une justificative pour le très mauvais match, très mauvais première mi-temps, un très mauvais match collectivement, à exception de 1 ou 2 joueurs, Maxime. Franchement, pas compris. Pas compris l'apathie, l'indifférence, la passivité, la faute de qualité de notre match. Un match complètement opposé du premier match contre l'Extasine et tous les autres matchs qu'on fait dans cette dernière 5-6 mois, qu'on a gagné à jouer beaucoup. Malheureusement, l'équipe n'est pas là.
Une équipe sans une idée de jeu, sans une agressivité, sans un spirit collectif contre un Cap-Vert qui a contrôlé sans courir beaucoup, il faut le dire. Sans courir beaucoup, non, sans beaucoup de rythmique. On l'a senti très très touché, Paolo Duarte qui n'est pas du tout content du résultat par rapport à cette sortie face au Cap-Vert. Alors, on va aborder un pan de la question, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. On va essayer de toucher un tout petit peu la refondation, la reconstruction du football togolais. D'aucuns pensent qu'aujourd'hui, il faut repartir à la base, qu'on a totalement délaissé le football des jeunes et d'ici peut-être 4 ans, espérer une autre sélection pour avoir plus de cohésion, de cohérence, de connivence. Quel est votre avis là-dessus? Oui, le travail doit se faire à tous les niveaux, en commençant par la direction technique nationale. Cette direction technique-là, elle n'est que fantomatique. Vous ne la sentez pas? Elle fait quoi? Elle existe? Peut-être que de nom. Elle fait quoi? Dans la catégorisation des sélections. Aujourd'hui, quand vous avez en face les juniors, les cadets, les juniors, les U23, c'est trop hasardeux de la part de cette direction technique nationale. Elle fait quoi? Elle fait aucun travail. Normalement, en principe, c'est sur le travail que doit s'agripper la sélection nationale A. Mais là, le travail ne se fait pas. Aujourd'hui, on parle de prospection. Et la prospection ne se fait pas qu'en Europe. Moi, il me souvient que les années tralala, là, quand les Salou Bachirou revenaient d'Allemagne, d'Europe et tout ça, il y avait également le championnat local où on voyait les Agboubliataï Amavi venant d'Agaza, Agasak aussi de l'Étoile filante. Et à l'entraînement, ils livraient une dure concurrence aux Européens qui, à la fin, démissionnaient. Mais puisqu'on ne fait pas confiance au cru local, mais on va faire quoi? Je dis la panacée ne vient pas que des binationaux. Il faut... À quoi est-ce que... Si on a le championnat national ici, et on ne peut pas récompenser les meilleurs à la fin, à quoi ça vaut finalement de faire le championnat si il n'y a pas une plus-value? Le coach Duarte, je pense qu'il a menti au Togo. À quel niveau? En organisant notamment ce double stage d'Antalya. Mais quel est finalement... C'était pour préparer l'équipe. Quel est finalement le profit? C'était pour préparer l'équipe. Quelle est la crème qu'on tire de ce stage d'Antalya? On a vu Akman, on a vu Boateng, on a vu... Samuel Asamoah. C'est une grosse déception. Mais quand ces soldats n'ont pas été capables de livrer une bonne guerre, on change rapidement de troupe pour mettre, pour donner mieux et mettre la concurrence pour que l'autre qui a fauté fasse mieux la prochaine fois, pour qu'il y ait de l'émulation. Et puis on ne va pas au combat en voulant expérimenter un joueur. Je pense que c'est le bien fondé même du stage. Il faut voir les joueurs dans les stages. Et pendant ces stages-là, moi j'ai vu des joueurs qui ont été convoqués à toutes les fois lors de ce stage. On ne les a jamais vus. Ce stage, c'était de l'argent jeté par la fenêtre? C'est-à-dire que c'est de l'arnaque totalement. D'accord. Comment inviter un joueur à un stage et vous ne le voyez pas, alors qu'il y a beaucoup de matchs amicaux? Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Deuxième des choses. Oui, allez-y pour terminer. Au plan tactique du jeu, à quoi ont servi finalement les changements de Paolo Duarte? Pour vous, sur les 2 matchs, vous n'avez pas vu de plan de jeu? Vous n'êtes pas tactique. C'est-à-dire que quand vous êtes mené et à 1 minute de la fin du temps additionnel, vous mettez un autre joueur, on a le sentiment que c'est vous qui gagnez et qui voulez perdre du temps pour l'adversaire. Malheureusement, c'est vous qui avez l'opportunité de bénéficier du maximum de temps possible de jeu pour aller faire un résultat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous mettez un joueur 5 minutes après, vous le sortez. Ça veut dire quoi? C'est le cas. Ça veut dire que Soudine. Oui. C'est chaotique, c'est trop hasardeux et je trouve que ce n'est pas professionnel. Et vous ne reconnaissez pas ce Paolo Duarte aujourd'hui. On reste rapidement sur sur la question de la reconstruction. En 2 minutes avant de partir. Il faut refaire les choses à la base et ça part de l'État. Il faut redéfinir une réelle volonté. Oui,
une politique sportive, frère, pour ce football-là. Et quand David évoque la direction technique ne peut jamais exister si la direction technique déroule la politique sportive. On a l'impression qu'elle a les pieds, les mains liés. Puisqu'il n'y a pas de politique qu'elle doit dérouler. Il faut que cette direction-là ait une politique à dérouler et c'est à la base de cette politique-là qu'elle va fonctionner. Il n'y en a pas. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on reconstruit et vouloir forcément avoir des résultats ou avoir comme objectif la qualification. C'est un peu paradoxal. C'est le pourquoi le public sportif aussi se dit que la communication, ce qu'on lui sert, le public ne se retrouve pas. Est-ce qu'on reconstruit? Si on reconstruit, on n'atteint pas les résultats dans l'immédiat. C'est comme ne pas planter un grain de maïs et tout de suite... Qu'on dise au public sportif, dans 2, 3, 4 ans, c'est ce que nous voulons faire, et qu'on reparte à la base, qu'on refasse ce championnat-là, qu'on donne les moyens au club, que les joueurs puissent jouer assez de journées. Ici, on a joué 14 journées pour les phases de poule, et après, ça a fait 10 journées ou je ne sais combien, une vingtaine de journées. Ça ne donne pas de compétitivité à un joueur. Et là, si on fait les choses comme ça, on veut faire la reconstruction, qu'on fasse la reconstruction en bonne et due forme, en faisant bien les choses. On parle de professionnalisme, que l'État commence par construire les infrastructures, que l'État commence par donner les moyens au club, que l'État a fait des sociétés au club pour les soutenir comme ils l'ont mis dans leur document de professionnalisation là, sur une certaine période d'année. Commençons par là et disons-nous que dans 4, 5 ou 8 ans, ou à tel CAN, nous voulons d'abord franchir le cap peut-être des quarts de finale que nous avons déjà atteints. Après, la prochaine CAN, on sera en demi-finale et dans tel, et vous faites la communication autour. Maintenant, quand vous dites que l'entraîneur dit « je reconstruis », au même moment, on dit « on veut aller à la CAN 2023 », finalement, c'est quel genre de reconstruction qui veut avoir les résultats dans l'immédiat? Tout de suite. C'est inadmissible. Point d'interrogation. Mon cher Wiao, pour conclure. Oui, je voudrais ajouter aussi que la reconstruction, je pense que, à mon avis, c'est amorcé. Vu le plan de professionnalisation présenté, je pense que dans les prochains mois, quand le professionnalisme va prendre corps véritablement... Avec quels joueurs? Non, je parle du championnat local. Non, avec le professionnalisme, les joueurs auront nécessairement de niveau. Surtout qu'on n'a pas de pépinière, il n'y a pas de club aujourd'hui avec des jeunes joueurs. Voilà, et je dis, avec la politique aussi de l'État qui vient s'ajouter. Aujourd'hui, il y a les districts qui vont faire leur championnat. Il y aura des détections pour les clubs de ligue. Les ligues vont faire leur championnat. Il y aura des détections des D1, D2 ou Ligue 1, Ligue 2 qui viendront piocher. Les ligues sont en train de crier qu'elles ne disposent pas de moyens. C'est comme ça que les joueurs c'est comme ça que les joueurs de la base vont remonter la pente pour arriver à un bon niveau pour que les équipes nationales puissent en bénéficier. Donc je pense que s'il y a cette vraie politique-là qu'on est en train d'annoncer, je pense que 2 ans, 3 ans, on aura de bons joueurs pour occuper des places. Donc en 2026, le Togo peut-être pour la prochaine CAN, pour ne pas dire 2028. Écoutez, on pourra se qualifier. Angelo, pour cette CAN 2023. Certainement pourra se qualifier. D'accord, vous êtes le seul optimiste autour de cette table. Si on se qualifie, c'est que Dame Nature fait un toss à ceux-là qui travaillent véritablement. Et on ne sait pas ce qu'on va faire comme résultat. On va faire comme résultat. Là, si c'est pour aller jouer 3 matchs et revenir, le mieux c'est qu'on continue ou qu'on refasse notre reconstruction. Oui. Et je voudrais faire appel aux autorités de profiter de cette Togo-là. Ils sont pratiquement une quarantaine qui ont fait l'école de Leipzig en Allemagne et qui ont fait la pédagogie du sport. On peut se baser dans toutes les disciplines sur ces compétences-là pour refaire cette politique sportive-là. Ils sont nombreux, ils sont encore jeunes. Les Anato Atou, les Anagba, les Pana, ils sont là. Ils ont fait Leipzig. Même si ce n'est pas l'État, et bon nombre d'entre eux ont profité des bourses de l'État pour aller faire ça. Pourquoi ne pas faire appel à ces compétences-là pour pouvoir refaire ce football-là? On a des compétences et on ne veut pas les utiliser. Voilà. C'est inadmissible. C'est vraiment ça la situation aujourd'hui. En tout cas, on en reste là. Merci, messieurs, d'être passés. David Assimani de Pyramide FM, Chéri Adjogle de TLS Africa et puis Mama Wiao, le secrétaire général de l'Association des joueurs de football du Togo. Merci. On se donne rendez-vous sur la radio qui mouille le maillot. Mille gratitudes à Eloma Dovon et à Anas, PM, à Franck Dounyama. Bon courage et bonne santé. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.